Au début de la Deuxième Guerre mondiale, Hans Langsdorff, commandant du cuirassé de poche allemand Admiral Graf Spee, a pour mission de couler des navires de commerce britanniques. Le Graf Spee devient l'ennemi public numéro 1 du Royaume-Uni et Langsdorff, la cible de la marine la plus puissante du monde. Le contre-amiral Henry Harwood l'affronte au cours du premier duel naval de la guerre. Langsdorff est blessé et son navire victime d'avaries importantes. Au moment où l'Allemand rallie tant bien que mal un port d'Amérique du Sud, il doit prendre une décision cornélienne. Hitler l'accusera de lâcheté alors qu'il aura tenté de sauver son navire, son équipage et l'honneur de sa patrie. Depuis plus de 70 ans, le Graf Spee cache un secret dans l'embouchure du Rio de la Plata. Mais aujourd'hui, nous allons vous révéler la vérité entourant son naufrage. Port de Montevideo en Uruguay. En ce petit matin brumeux, l'équipage du dragueur de mine Audace se prépare à partir en patrouille. Sa destination, un endroit à quelques milles nautiques à l'est de la capitale. La marine uruguayenne est chargée de surveiller l'épave d'un bateau qui a coulé il y a plus de 70 ans. Comme souvent pendant l'hiver austral, la visibilité ce matin est inférieure à 300 mètres. Mais ces marins ont un rendez-vous à ne pas manquer avec l'admiral Graf Spee. À distance de sécurité, la Audace jette l'ancre et ses plongeurs se préparent pour l'inspection habituelle. Ils doivent vérifier l'intégrité de l'épave et s'assurer qu'aucun de ces éléments ne menace la navigation dans le chenal. En 2006, la marine uruguayenne a interdit l'accès à cette zone. Entre autres, pour tenir à distance les chasseurs de souvenirs néo-nazis. Travailler ici n'est pas chose facile. Les courants forts peuvent emporter les plongeurs inexpérimentés. Et sous l'eau, la visibilité n'excède guère une trentaine de centimètres. Il est donc très facile de perdre tout sens de l'orientation. Le plancton recouvre aujourd'hui le cuirassé. Mais l'informatique nous permet de découvrir ce qui se cache dans les eaux côtières. Un colosse de 186 mètres de long. Il repose, mystérieusement intact, depuis plus de 70 ans dans l'embouchure du Rio de la Plata. Sa présence est le résultat d'une décision pénible, prise le 17 décembre 1939. Le Graf Spee est le fruit d'un dilemme. Les ingénieurs du chantier naval impérial doivent construire des cuirassés pour l'Allemagne, alors que le pays n'en a pas le droit. La solution, c'est l'admiral Graf Spee. Après la défaite de 1918, l'Allemagne s'est en effet vue interdire de construire des bâtiments de plus de 10 000 tonnes. La parade, les cuirassés de poche. Les trois premiers sont produits rapidement et disposent de la puissance de feu d'un navire de guerre ayant 3 fois leur jauge. C'est une première dans l'histoire de la marine. Avec ses cuirassés de poche, l'Allemagne va retrouver son statut de grande puissance
sans pour autant enfreindre les règles imposées par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne en tête. L'historien naval Jan Michael Ewitt a étudié le raisonnement qui a conduit à la fabrication de ces bateaux. Le concept stratégique à l'origine du Graf Spee était le suivant. Ce navire devait être plus rapide que tous ceux ayant une puissance de feu supérieure. Et sa puissance de feu devait être supérieure à celle de tous les bâtiments plus rapides. Il devait intervenir juste avant la guerre, et il était conçu pour lutter contre les navires de commerce ennemis. C'est un concept tout bonnement révolutionnaire. Voyons de plus près de quoi ce navire était capable et quels étaient ses points forts et son talon d'Achille. Parfaitement adapté à son rôle de pirate de haute mer, il a une coque novatrice. Pour la première fois sur un bâtiment de ce gabarit, elle n'est pas rivetée, mais soudée. Car moins il y a d'aspérité, moins l'eau exerce de résistance. Et cela permet d'alléger le bateau, même si pour limiter le poids total, il faut aussi sacrifier des éléments de blindage importants. Le Graf Spee est propulsé par des diesels et non par les habituelles turbines à vapeur. 8 moteurs de 9 cylindres fournissent plus de 55 000 chevaux qui assurent une excellente vitesse de pointe et un rayon d'action gigantesque. Mais s'il est extrêmement efficace, ce groupe moteur est complexe et n'a jamais été utilisé. Le Graf Spee est un pur sang dessiné pour la course en mer. Et comme un cheval, il va avoir besoin d'attention et de soins permanents. Il est conçu pour être rapide et puissamment armé. Il a 2 tourelles, une à l'avant et une à l'arrière, qui totalisent 6 canons de 280 mm d'une portée de 22 km. D'autres pièces plus petites et des batteries d'artillerie anti-aérienne complètent son armement, mais les tourelles ne pouvant viser qu'un objectif à la fois, un flanc sera toujours vulnérable. De plus, son blindage est tellement léger qu'il en est presque inexistant. Le Graf Spee devra donc frapper et s'enfuir. La construction dure 2 ans et quand elle s'achève, les nazis se sont installés au pouvoir. Dès lors, le cuirassé de poche a un nouveau rôle à jouer. Le rôle de vitrine de la Kriegsmarine. Pourtant, alors que les nuages se massent au-dessus de l'Europe, le poste de commandant de ce navire prestigieux échoua à un candidat inattendu. Nommé en octobre 1938, il s'appelle Hans Langsdorff. Capitaine de vaisseau et ancien combattant décoré de la Grande Guerre, il n'a rien d'un nazi fanatique. Il est entré dans la marine impériale à l'âge de 18 ans en tant que cadet. Après la Première Guerre mondiale, marié et père de famille, il a servi à Berlin, à l'amirauté, et au milieu des années 1930, il s'est taillé une solide réputation d'administrateur. Mais il ne s'est pas engagé dans la marine, qui plus est contre le vœu de ses parents, pour finir derrière un bureau. Il se considère comme un marin et un combattant, mais doué de conscience. Comme le voulait la tradition familiale, il avait pensé devenir pasteur. Donc cet autre choix de carrière a paru très surprenant à toute la famille. Mais je pense qu'il a été marqué par l'empreinte très forte laissée par son milieu familial protestant et que ça l'a accompagné pendant toute sa vie. Langsdorff n'éprouvant que peu de sympathie à l'égard du gouvernement nazi de Berlin, il réclame un poste aussi éloigné que possible de la capitale.
Quand il se voit confier le commandement d'un fleuron de la marine allemande, il a l'impression de décrocher le gros lot, car le Graf Spee est le navire le plus moderne de son époque. Il va le piloter en pleine mer et montrer de quoi il est capable. Quand le capitaine de vaisseau Langsdorff est monté à bord, c'était une nouveauté d'avoir un commandant aussi jeune et qui était connu dans toute la flotte. Bien sûr, tout le monde s'était fait des idées à son sujet. Mais dès qu'il s'est présenté, j'ai vu que c'était un officier qui avait de l'allure, qu'il était moins âgé que la moyenne. On lui a rendu les honneurs militaires. Tout le monde le tenait en haute estime, tant il était loyal et tant il savait s'y prendre avec les gens. Dès le départ, Langsdorff traite officiers et matelots avec le même respect. Faisant fi des différences de classe, il soude son équipage de 1100 marins pour qu'il fonctionne comme une seule et même entité. Et bientôt, il a l'occasion de mettre à l'épreuve les capacités des hommes et celles du bateau. Alors qu'en Europe les tensions montent, le Graf Spee est envoyé en mission secrète. L'équipage ignore où il va. Seul le commandant connaît la destination et il commence l'expédition par une feinte. Il fait d'abord route vers le nord. Puis, au bout de 3 jours, au milieu de l'Atlantique Nord, il met cap au sud. Le Graf Spee doit disparaître dans l'immensité de l'océan. Dans les archives, on trouve un document qui éclaire les décisions contestées que Langsdorff va prendre au cours des semaines suivantes. Ce document, c'est le journal de bord du Graf Spee. On y apprend que lorsque le navire a appareillé le 21 août 1939, Hitler savait que la guerre éclaterait 10 jours plus tard. La mobilisation secrète du Troisième Reich avait déjà commencé. Et en temps de guerre, la mission du navire serait d'attaquer les navires de commerce britanniques dans l'hémisphère sud. Du fait qu'elle est une île, l'Angleterre dépendait de l'approvisionnement en denrées alimentaires et en matières premières. C'était son talon d'Achille. Et par conséquent, Langsdorff a cherché à couper les voies maritimes pour affaiblir le pays de manière décisive. Les colonies britanniques étant éparpillées sur 4 continents, le commerce à destination de la métropole est très vulnérable. Mais la mission de Langsdorff est double. Si le Graf Spee force la Royal Navy à envoyer des bateaux dans l'Atlantique Sud, les défenses britanniques en Manche et en mer du Nord seront affaiblies au moment où les Allemands envahiront l'Angleterre. Le bâtiment a donc ordre de faire flèche de tout bois pour couler autant de cargos de Sa Majesté que possible. Seul ombre au tableau, les deux pays ne sont pas encore en guerre. Le Graf Spee doit donc se cacher et prendre son mal en patience. L'équipage a quasiment l'impression de passer des vacances sous le soleil des tropiques. Mais ces marins, tout juste entrés dans l'âge adulte, se préparent pour la guerre. Un orchestre joue sur le pont tous les jours. Les haut-parleurs diffusent des airs allemands. Beaucoup de ces marins sont loin de leur foyer pour la première fois. Langsdorff les laisse profiter de ces moments de paix. Il sait que les combats viendront bien assez tôt.
Le 1er septembre 1939, dans une allocution radiophonique, Adolf Hitler accuse des forces polonaises d'avoir attaqué l'Allemagne. Aussitôt, les soldats du Troisième Reich passent à l'action. La Deuxième Guerre mondiale vient de commencer. Langsdorff, lui, ne fait rien. Ses ordres sont de rester cachés au large des côtes africaines, car le Führer est persuadé que la Grande-Bretagne ne déclarera pas la guerre à l'Allemagne à cause de la Pologne. Hitler a été complètement pris au dépourvu par l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne. Son ministre des Affaires étrangères, Ribbentrop, l'avait assuré que ce pays ne participerait pas au conflit. Et quand la déclaration est arrivée sur la table du ministère à Berlin, le Führer s'est tourné vers Ribbentrop et lui a demandé en substance « Et maintenant ?» Le haut commandement patiente encore 3 semaines, puis le 26 septembre autorise les attaques contre la marine marchande britannique. Le Graf Spee n'attend pas longtemps avant de passer à l'action. En mettant le cap à l'ouest pour croiser les routes commerciales de l'ennemi avec l'Amérique du Sud, il intercepte sa première victime. D'un coup de semonce en travers de l'avant, il l'oblige à s'arrêter. L'équipage britannique redoute le pire, mais Langsdorff capture les marins avant de couler leur bateau. Il applique les règles de la guerre à chaque attaque, mais certains commandants le contestent. Le capitaine de vaisseau Dove a quitté l'Africa Shell pour monter à bord. Il portait un Bermuda et un... comment ça s'appelle déjà? Un casque colonial. En arrivant à bord, il a dit « Je me trouvais dans la zone des 3 nautiques ». Notre commandant a répondu « Non, ce n'était pas le cas. Vous étiez à l'extérieur, sinon nous n'aurions pas attaqué ». Ils se sont un peu disputés et le commandant a dit « Venez dans ma cabine ». Et sur une carte, il lui a montré qu'on était ici et qu'eux étaient là. « Très bien, nous réglerons ça après la guerre », a répondu le capitaine de vaisseau Dove. L'Allemand traite son homologue britannique en ami digne de confiance. Il a eu une relation privilégiée avec le capitaine de vaisseau Dove. Il a trouvé en cet homme quelqu'un qui lui correspondait et avec qui il pouvait réellement discuter. Le Graf Spee coule l'Africa Shell dans l'océan Indien et retourne dans l'Atlantique Sud. Langsdorff s'efforce de brouiller les pistes. Deux fois par jour, il fait sortir l'hydravion embarqué pour localiser des objectifs. L'avion effectuait un circuit en triangle. Il vérifiait la route qu'on allait suivre pendant la journée. Ensuite, il revenait et il nous indiquait à l'aide de signaux divers qu'il y avait un navire à tel endroit, qu'il suivait tel cap et qu'il était à telle distance. Ensuite, on n'avait plus qu'à se diriger là où l'avion avait signalé la présence du navire de commerce anglais. L'Arado 196 est catapulté au décollage et treuillé à bord une fois sa mission terminée. Cet aéronef étant un prototype, son moteur a constamment besoin d'être réparé et finira par tomber en panne une bonne fois pour toutes. Mais il y a suffisamment de cibles pour les torpilles du Graf Spee. Lors de la première semaine d'hostilité, environ 14 000 tonnes sont coulées. Fin octobre, ce chiffre est multiplié par 2. À Londres, l'amirauté s'inquiète au plus haut point. Un mois plus tard, sans avoir tué un seul marin ni trahi sa position,
Langsdorff a envoyé par le fond près de 50 000 tonnes. Mais comme son bateau, le commandant a un point faible. Langsdorff était très agréable. Il s'entendait très bien avec ses prisonniers britanniques, qui avaient le plus grand respect pour lui, et c'était un bon marin. Mais il était porté sur l'offensive. Il nourrissait la frustration profonde que partageaient tous les officiers de la marine allemande, à savoir qu'à titre individuel, il pouvait vaincre les Britanniques, mais que ces derniers seraient toujours bien plus forts. Son instinct lui soufflait de prendre des risques, et il en a pris un de trop. Le cuirassé de poche parvient toujours à s'enfuir sans être repéré, caché dans l'immensité de l'océan. Il se déplace si rapidement que les Britanniques n'arrivent même pas à savoir s'ils affrontent un seul ennemi ou deux. L'Amirauté à Whitehall, à Londres. C'est le centre nerveux de la Royal Navy. C'est ici que tout est concentré, entre autres les renseignements concernant les observations de navires amis ou neutres. Et on ne chôme pas. Il faut débusquer l'amiral Graf Spee. Mais les renseignements sont tellement minces que les Britanniques ignorent même dans quel périmètre lancer des recherches. L'Amirauté envoie donc 8 groupes de chasse pour localiser l'ennemi. Le deuxième objectif de la stratégie allemande est atteint. Les bâtiments de la Royal Navy doivent s'éloigner des eaux territoriales à la recherche d'un seul cuirassé de poche. Le journal de bord du Graf Spee indique que Hans Langsdorff est conscient des dangers qui l'attendent. Pourtant, le 6 décembre 1939, il organise un exercice avec les projecteurs, son équipage les ayant mal utilisés lors d'une attaque nocturne. Les projecteurs du Graf Spee sont visibles de très loin. Dans l'Atlantique Sud, le cuirassé censé rester invisible se met à briller de 1000 feux. Soudain, une vigie repère un cargo à l'horizon. N'arrivant pas à savoir s'il s'agit d'un ennemi, Langsdorff le laisse s'échapper. En une nuit, cela fait 2 erreurs graves. Le navire de commerce norvégien signale à Londres la présence d'un cuirassé. Le Graf Spee, lui, file vers l'Amérique du Sud. Pour l'intercepter, l'Amirauté fait dévier de leur route un croiseur lourd et 2 légers, l'Exeter, l'Achille et l'Ajax. Ils sont sous le commandement d'un stratège redoutable, le contre-amiral Henry Harwood. Le contre-amiral Harwood était le pire adversaire possible pour Langsdorff. Avant la guerre, il avait étudié la lutte contre les cuirassés de poche et il l'avait enseigné au Royal Naval War College. C'était le spécialiste britannique en la matière. Donc Langsdorff s'était précipité à son insu dans la gueule du loup. Harwood est fin prêt. Il sait que le Graf Spee est une forteresse flottante bien supérieure aux navires de sa propre flottille. Aussi, au lieu de les disperser pour chercher l'ennemi, il les garde groupés, pariant que l'Allemand rôdera non loin de l'embouchure du Rio de la Plata et des ports de Montevideo et de Buenos Aires. C'est là qu'il concentre ses forces. Il prépare une manœuvre d'enveloppement. L'Exeter attaquera d'un côté, l'Ajax et l'Achille de l'autre, puisque l'adversaire ne peut tirer que dans une direction. Langsdorff doit reconduire son navire en Allemagne pour entretien, mais le journal de bord indique qu'il veut un dernier trophée. Il compte attaquer un convoi bénéficiant d'une escorte, ce qui lui donnera l'occasion de couler sans prévenir des navires ennemis au cours d'une vraie bataille navale. Mais cela contrevient aux ordres de Berlin et cela coûtera cher en vies humaines.
Langsdorff était officier de marine, c'est-à-dire que c'était d'abord un soldat et ensuite un marin. Et en tant que tel, son objectif était naturellement d'affronter l'ennemi pour lui infliger autant de dégâts que possible. Sa propre humanité passait au second plan. Lorsque les services de renseignement allemands signalent la présence d'un convoi britannique au large des côtes sud-américaines, Langsdorff saute sur l'occasion. Au matin du 13 décembre 1939, la visibilité est parfaite et la mer calme. C'est le temps idéal pour se battre. À 6 heures, le quart repère de la fumée et des mâts à l'horizon. Langsdorff fait mettre en avant toute et dirige son navire vers ce qu'il prend pour un convoi britannique. Mais les cargos sont en fait les bâtiments de guerre de Harwood. Langsdorff a été informé de la présence d'un croiseur léger et de 2 destroyers britanniques. En réalité, il s'agissait d'un croiseur lourd et de 2 légers. Par conséquent, il a essayé d'anéantir celui de ses adversaires qu'il pensait être le plus faible pour échapper à la poursuite. Langsdorff pense ne pas avoir le choix. S'il essaie de s'enfuir, les croiseurs ennemis plus rapides lui couperont la retraite. En quelques minutes, les 1100 marins sont à leur poste de combat. En engageant l'ennemi, le capitaine de vaisseau contrevient aux ordres directs de Berlin. Mais c'est la décision suivante qui s'avère fatidique. Compte tenu de ces 2 premières erreurs, chercher des noises et attaquer les Britanniques, Langsdorff aurait peut-être dû faire ce que ses adversaires redoutaient, c'est-à-dire se battre à distance pour profiter de ses gros canons. Mais il s'est fortement rapproché, ce qui a donné aux croiseurs un avantage considérable. En plus, ces derniers ont été aidés par le fait qu'à un moment crucial, la tourelle avant de l'Allemand a cessé de tirer. Au début de l'affrontement, Langsdorff n'avait donc que la moitié de son armement, et son coup de bluff a tourné au fiasco. Ces canons ont une portée de 22 km, mais Langsdorff s'approche nettement plus près de l'ennemi et devient vulnérable. Les Britanniques tirent salve après salve, torpille après torpille, jetant toute leur force dans la bataille. Langsdorff tente de louvoyer, en vain. Dans les années 1920, Langsdorff avait commandé une flottille de torpilleurs. Aujourd'hui, il serait commandant de destroyers. Et il s'est servi du Graf Spee comme d'un destroyer, en tenant compte de sa mobilité, de sa capacité à changer de cap rapidement pour échapper à l'adversaire et éviter les canons et les torpilles ennemis. Mais ce faisant, il n'a pas exploité son atout, son artillerie lourde, qui était nettement supérieure à celle des Britanniques. La bataille fait rage pendant plus d'1 heure dans l'Atlantique Sud. Attaqué par bâbord et par tribord, le cuirassé de poche est soumis à rude épreuve. Le navire n'est pas invincible. L'absence de blindage se fait cruellement sentir. Un obus a touché sa cible, une batterie anti-aérienne. Il y avait 2 canons et l'obus a fait mouche entre les 2. Il n'est plus rien resté du tout du servant qui était à l'intérieur. Il a fallu tout nettoyer à la lance à incendie. Il ne restait plus rien. L'explosion avait désintégré le marin. Mais le Graf Spee aussi fait mouche. Pendant qu'on s'occupait de lui, l'Exeter a rompu le combat et il est parti tout seul de son côté. Il y avait plus de 70 morts à bord et un incendie s'était déclaré. Aussitôt, notre commandant s'est intéressé aux 2 croiseurs anglais.
À ce moment-là, on a encaissé plusieurs obus parce que les deux croiseurs avaient pu s'approcher de nous. À 8 heures du matin, le combat est terminé et les navires se séparent. Personne ne sait qui est vainqueur. Les Britanniques ignorent l'étendue des dégâts qu'ils ont infligés à l'ennemi. Hans Langsdorff n'entrevoit qu'une possibilité: rallier le port en eau profonde le plus proche. C'est l'officier chargé de la navigation qui a proposé Montevideo à Langsdorff. On entend souvent dire qu'il aurait peut-être fallu pousser jusqu'à Buenos Aires. Mais le problème, c'est que le Rio de la Plata charrie énormément de boue et elle aurait risqué de boucher l'aspiration du système de refroidissement. Les machines seraient tombées en panne et de fait, le navire aurait été perdu. 270 degrés tribord. Langsdorff se dirige vers le port, en avant lente. L'Ajax et l'Achille suivent le géant blessé à environ 16 nautiques de distance. À Montevideo, Langsdorff est sûr de recevoir de l'aide. L'Uruguay est neutre et au terme de la convention de La Haye, le pays doit autoriser le Graf Spee à faire des réparations indispensables. Le navire est en piteux état. Une partie du circuit de moteur diesel est endommagée et la coque est percée au-dessus et en dessous de la flottaison. Langsdorff a besoin d'un maximum de temps pour réparer s'il veut rallier l'Allemagne. Mais la neutralité de l'Uruguay est toute théorique. Sur le plan économique, le pays dépend de la Grande-Bretagne. L'ambassadeur britannique, Eugene Millington Drake, veut que le Graf Spee soit expulsé. Son homologue allemand, Otto Langmann, va faire de son mieux pour que le cuirassé de poche puisse rester le temps nécessaire. Mais tout va se liguer contre lui. La petite communauté allemande de la ville, à l'écoute de la radio locale, ne peut apporter aucune aide à ses compatriotes. Les journaux spéculent sur l'arrivée éventuelle de renforts britanniques et sur un ultimatum obligeant le Graf Spee à quitter le port. Le 14 décembre, des corps sont débarqués du bâtiment allemand. Quelques heures plus tard, c'est au tour des prisonniers britanniques. À Montevideo, ce sont des hommes libres. Pas un seul prisonnier n'a trouvé la mort pendant le combat naval. Pendant que Langsdorff est à l'ambassade allemande, Millington Drake négocie avec les autorités uruguayennes qui déclarent que le Graf Spee est en mesure d'appareiller. Il était absolument persuadé qu'il ne pourrait pas s'enfuir avec ce bateau. Il voulait obtenir du gouvernement de Montevideo une semaine, je crois, pour faire les réparations. Ensuite, il y avait la question de la vitesse et du ravitaillement de l'équipage pendant la traversée. Et il fallait que tout se passe parfaitement. L'ambassadeur allemand reçoit l'ultimatum. Le Graf Spee devra être parti au plus tard le 17, c'est-à-dire 4 jours seulement après son arrivée. Étant donné que le gouvernement uruguayen était très influencé par l'Angleterre,
qu'il était constamment sous la pression des Britanniques, en la personne de Millington Drake, on peut dire a posteriori que la situation politique a été mal évaluée. L'Uruguay a accordé 2 jours d'immobilisation au port et penser que ça suffirait pour réparer était complètement illusoire. Les funérailles des marins allemands ont lieu le 15 décembre. Langsdorff s'adresse ensuite à ce qu'il reste de son équipage. Il est monté à bord et il a annoncé à ses soldats et à ses officiers qu'il était impossible de sortir du port sain et sauf sans livrer un autre combat et qu'il ne restait plus que 168 obus de 280. Ça ne suffirait pas, vu qu'avec ça, on ne pouvait tenir qu'1 heure environ. On ne pourrait pas retraverser l'Atlantique, puis la Manche, pour rallier l'Allemagne. On le savait tous. Une deuxième bataille contre les Anglais n'aurait qu'une issue possible. La situation étant sans espoir, les hommes écrivent à leur famille. À l'autre bout de Montevideo, un jeune immigré allemand décrit l'étrange face-à-face. Nous apprenons qu'une flotte britannique tout entière s'est rassemblée à l'embouchure du fleuve pour attendre le Graf Spee. Les marins sont pris au piège. Une nouvelle s'ébruite. Le cuirassé de poche allemand est sur le départ. À 18 h, il quitte le port. Mais Hans Langsdorff a préparé un plan et réduit son équipage au strict minimum. Hans Wabel est un des 40 hommes à en faire partie. À ce moment-là, j'ai démonté 6 cônes de torpilles qui étaient prêtes à être utilisées. Il s'agissait de pièces qui mesuraient environ 1,50 m de haut et qui contenaient 300 kg d'explosifs. Langsdorff compte bien priver l'ennemi de sa victoire. Le commandant avait décidé de couler avec le navire lorsqu'il se saborderait. Mais les officiers qui étaient avec lui ont dit « Non, on montera tous sur les bateaux et on verra bien ». En fait, ils l'ont empêché de rester à bord alors que lui était prêt à mourir. On avait quitté le navire depuis une vingtaine de minutes quand l'explosion a eu lieu. Le commandant était assis, la tête appuyée sur la main, côté bâbord, et on voyait ce qui se passait en lui. Une équipe de journalistes américains filme le navire en flammes. L'incendie se déchaîne pendant 3 jours avant que le bateau sombre. Mais Langsdorff a damé le pion à ses ennemis. Ce ne sont pas eux qui ont coulé son navire. Secrètement, il a d'abord fait embarquer son équipage à bord de remorqueurs, puis sur un cargo allemand. Ce dernier a remonté le Rio de la Plata pour conduire les marins jusqu'à la capitale argentine, Buenos Aires. De cette manière, le commandant nous a sauvé la vie, et on l'a tous compris à cet instant. On était tous dans le même état d'esprit. Notre navire avait disparu, et on attendait de voir ce qui allait se passer. On espérait tous rentrer en Allemagne. L'hôtel des Inmigrantes de Buenos Aires. En temps de paix, c'est le premier arrêt pour les immigrés qui entrent en Argentine. Mais comme il est vide depuis le début de la guerre, il devient le nouveau foyer de l'équipage. Langsdorff a encore une responsabilité à l'égard de ces hommes. S'arranger pour que les autorités les traitent comme des naufragés, car ce n'est qu'à cette condition
qu'ils échapperont à une incarcération. Mais en vertu du droit international, l'Argentine, pays neutre, doit les garder comme prisonniers. La seule concession du gouvernement argentin consiste à les autoriser à vivre dans des familles allemandes de la capitale. En revanche, ils n'ont aucun espoir de rentrer chez eux. Dans son discours, le commandant a déclaré qu'il était très satisfait du comportement de l'équipage et qu'on allait voir comment on allait s'en sortir. Aujourd'hui, le Graf Spee repose toujours juste sous la surface. À l'époque, des Britanniques avaient plongé sur l'épave, dans l'espoir de remonter du matériel militaire précieux. Mais les artificiers allemands avaient fait du bon travail. Tous les équipements sensibles avaient été détruits à la main. Le musée de la marine de Montevideo possède quelques reliques du Graf Spee, comme ce canon de 150 mm. Et ce télémètre d'artillerie qui rappelle l'époque où le monde entier avait les yeux tournés vers l'embouchure du Rio de la Plata. Langsdorff endosse la responsabilité de la perte de son navire, mais les journaux sud-américains le traitent de lâche. Le 19 décembre au soir, il écrit à sa femme: il doit être clair pour un commandant ayant un solide sens de l'honneur qu'en pareille circonstance, son propre destin est indissociable de celui de son navire. J'ai repoussé le moment de mettre ma décision à exécution tant que le bien-être et la sécurité de mon équipage étaient sous ma responsabilité. Dans sa chambre, Langsdorff s'allonge sur le pavillon du Graf Spee. C'est son dernier geste en tant que commandant. Il a dit, et ces mots sont importants, « Nous prouverons au monde qu'il existe un honneur allemand. » À l'époque, je n'avais pas compris ce qu'il entendait par là, alors que c'était évident pour lui. Et le lendemain, on a appris qu'il était mort. Ce suicide fait la une dans le monde entier. Au début de la guerre, un tel geste a encore la force de choquer. Pour lui, la décision était prise. Il s'est dit, je ne peux pas m'enfuir avec mon navire, sinon ni lui ni mes hommes ne vont en réchapper. En revanche, je peux saborder le bâtiment pour qu'il ne tombe pas aux mains de l'ennemi et pour sauver l'équipage. Mais en accord avec la tradition et avec ma conception de l'honneur, je ne peux pas faire autrement que de suivre mon bateau. Le commandant du Graf Spee est enterré avec les honneurs militaires. Des milliers de gens se massent dans les rues. L'équipage accompagne le cercueil. Des immigrés allemands, des Argentins et même quelques Britanniques viennent rendre hommage aux marins. Il y a eu 7 véhicules, rien qu'avec des couronnes mortuaires. C'était incroyable de voir ce que la population a ressenti à la mort du commandant. Après, on s'est un peu senti orphelin. Hans Langsdorff repose au cimetière allemand de Buenos Aires. La propagande nazie exploite ses funérailles. Personne ne reproche quoi que ce soit à Langsdorff. Pourtant, sa veuve ne touchera jamais une retraite complète. Hitler accusera plus tard le défunt d'avoir fait preuve de lâcheté en refusant de disparaître avec son navire. Mais la vie de son équipage comptait plus aux yeux de Langsdorff que l'obéissance aveugle et la fidélité à la patrie. La marine argentine aidera l'essentiel de son équipage à échapper à l'incarcération. Et ses marins rentreront en Allemagne pour se battre. Resté en Argentine, Hans Wabel est toujours reconnaissant à l'homme qui lui a sauvé la vie.